Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 11 mars 2019, 20 ans en francs avec vous pour ce point de marché. Alors cette semaine, excusez-moi, j'ai écrit rapidement, mais on a un vote du Brexit qui est attendu mardi. Ce sera le rendez-vous majeur de la semaine. Le Parlement britannique votera pour ou contre l'accord de divorce conclu entre Theresa May et Bruxelles. Theresa May qui a déjà déclaré que si l'accord était refusé, eh bien mercredi et jeudi il y aurait un vote avec les parlementaires. Theresa May qui proposerait deux solutions si cet accord est refusé, soit qu'il y a un divorce sans accord, c'est-à-dire un hard Brexit, ou soit un report court terme du Brexit. Donc en fait une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne. Donc voilà, c'est le vote qui aura si mardi le Parlement britannique vote contre le projet de divorce conclu entre Theresa May et Bruxelles. Donc ce sera l'événement vraiment majeur de la semaine. Bien évidemment, nous aurons des statistiques macroéconomiques qui seront publiées avant et après ce Brexit. Le ralentissement de l'économie mondiale qui continue à avoir un impact. En tout cas, on voit que le marché y est sensible puisqu'on l'a vu la semaine dernière, un BCE qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance, l'OCDE qui revoit à la baisse les prévisions de croissance également. On a une chute d'exportation chinoise, on a un marché de l'emploi qui a été plutôt décevant vendredi et tout cela a affecté les marchés actions. Le S&P, je rappelle, qui a clôturé chaque séance dans le rouge, enfin en tout cas qui a terminé en baisse chaque séance tout au long de la semaine dernière. En tout, le S&P a perdu 2%, c'est pas énorme, il n'y a pas de panique, mais on voit bien que tout ce qui est lié à la croissance mondiale, eh bien le marché y est particulièrement sensible, que ce soit positif ou négatif. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Alors excusez-moi, c'est vote du Brexit. Hein. J'ai écrit rapidement, mais voilà, j'étais un petit peu en retard. Donc veuillez m'excuser pour cette erreur de frappe. Comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur les risques avant qu'on poursuive ce webinaire. Alors le trading avec effet de levier toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, je vais prendre un peu de temps pour saluer la salle de trading et faire un petit récap de l'actualité ce matin. Alors, bonjour Raymond, j'espère que vous allez bien. Pascal que je salue également. Voilà, vous êtes des habitués. Hein, ça fait plaisir de vous retrouver depuis. Voilà, ça fait longtemps que je vois que vous êtes présent. Hein. Alors, pas que Pascal, hein, Raymond. Voilà, vous faites partie de mes premiers auditeurs. Je me souviens encore il y a 2 ans. Donc voilà, je vous remercie hein, d'ailleurs. Bonjour, voilà, Vladimir, Gilles, Denis, Brice, Catherine, François, bonjour, mais de même. Alors Catherine qui pose une question, est-ce qu'on peut revoir les vidéos de DFX Université Formation Trading car je ne les trouve pas sur YouTube? Oui, bien évidemment. Alors on a une playlist YouTube hein, que je vais vous faire voir tout de suite. On a une playlist alors qui est juste ici. Donc voilà, on va aller sur la page d'accueil. Euh, Alors, vous avez sur la page d'accueil de la chaîne Daily FX, et vous voyez juste en dessous, vous avez DFX Université, et là, vous avez tous les replays des webinaires éducatifs que nous enregistrons. Voilà, donc ils sont disponibles ici. Vous voyez. Donc voilà, donc je vous envoie le lien de la chaîne. J'envoie même le lien de la playlist, c'est encore mieux. Hop, alors, alors je vous envoie ça. J'espère que le lien fonctionnera. Alors, Denis qui me dit bonjour, je suis très heureux de vous retrouver après un long séjour à l'étranger. Bien écoutez, je sais pas où vous êtes allé, mais en tout cas, très heureux de vous retrouver également. J'espère que votre séjour s'est bien passé. Euh, je sais pas si c'était pour des vacances ou si c'était vous travailliez, mais en tout cas, voilà, j'espère que tout s'est bien passé et que vous étiez au soleil, au chaud, pour éviter cet hiver hein, qui était très froid. Enfin, plutôt froid. Hein. C'était pas non plus catastrophique, mais bon. Alors, on va passer au vif du sujet. Vendredi, les marchés américains, comme je vous l'ai dit, eh bien, on clôturait dans le rouge. Après, bon, on a eu quand même un rebond en fin de séance, hein, mais ça a commencé clairement négatif après un rapport de l'emploi qui était
décevant. Voilà, le S&P qui a clôturé en baisse, mais c'est pas non plus, vous voyez, on n'a pas de catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, hein, 0,21%, c'est même quasiment rien. On a eu en même temps des semaines d'affilée de hausse, donc voilà, c'est clairement normal que le marché prenne des bénéfices. D'un point de vue technique, ça se justifie par le retour du S&P qui était retourné sous une résistance majeure, hein, qu'on a de nombreuses fois répété, hein, les 2820 points qu'on est allé flirter il y a de cela 2 semaines, et voilà, c'était un trade qu'on a discuté à de nombreuses reprises, dont notamment dans le webinaire du mardi, hein, que je fais en binôme avec Vincent. Donc rien de surprenant. Maintenant, la question c'est de savoir c'est jusqu'à où va se faire ce repli. C'est ça finalement la nouvelle question qu'il faut se poser et qu'on va tenter de répondre. Ce matin, qu'est-ce que nous avons? On a un rebond des marchés actions. On voit le Nikkei qui prend 0,47%, le MSCI Asie ex-Japon qui en prend 0,65%. Il faut savoir que le CSI, l'indice chinois, prend plus de 2%, malgré un ralentissement de l'inflation, hein. Mais tout ça, c'est dans le sillage du rebond qui a été entamé en fin de séance à Wall Street vendredi. Donc c'est pour ça que les bourses européennes devraient ouvrir dans le vert. Après, est-ce qu'on va avoir une poursuite du rebond tout au long de la séance? Ça, c'est la question. C'est une question que pour le moment on peut pas répondre, mais voilà. Ce matin, on a le yen qui recule 0,15%, le gold qui est stable, hein, le gold qui est stable à l'image finalement du dollar, hein, le dollar qui fait pas grand-chose ce matin, qui est à l'équilibre, le DXY. Au niveau du calendrier économique, donc on a la production industrielle allemande. Production industrielle allemande qui est ressortie, qui a déçu, hein, 3,3%. Alors, attendez, moins 3,3%, il me semble que oui, c'est ça. Balance commerciale, c'est la balance commerciale pardon, qui a déçu 14,5 milliards en janvier, contre 15,2 attendus. Le focus dorénavant de la journée, ce sera 13h30, les ventes au détail du mois de janvier aux États-Unis. Faut savoir qu'elles étaient médiocres au mois de décembre. Donc on pourrait avoir un équilibre en janvier, vous savez, dès qu'on a généralement un mois médiocre, le mois d'après on a on a un rebond. Maintenant, faut savoir qu'en janvier on a quand même eu le shutdown. Donc est-ce que ça a affecté la consommation des ménages? Eh bien on va le voir à 13h30, puisque les ventes au détail c'est la consommation, hein. Donc vente au détail, ce sera quelque chose de majeur, hein, parce que finalement, vous savez que l'économie américaine est particulièrement résiliente et elle est énormément générée. Ce PIB est énormément généré par la consommation des Américains, hein. C'est pas vraiment, les États-Unis ne sont pas vraiment exportateurs, hein. Ils sont nets importateurs et ils consomment énormément. Les Américains, c'est ce qui fait la croissance du pays. Donc pour ça que les ventes au détail sont très 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 importants aux États-Unis, encore plus importants que si c'était dans un autre pays comme par exemple l'Allemagne, parce qu'encore même s'il y a un ralentissement de la consommation en Allemagne, on sait que l'Allemagne exporte énormément. Donc vous voyez, ça peut compenser. Sauf que les États-Unis, eh bien puisque le PIB, 2 tiers du PIB c'est généré par la consommation, si les ventes au détail elles chutent, ça indiquerait qu'on aurait une baisse de la consommation. Donc ça serait pas bon signe. Voilà, donc on regarde ce matin, donc on a, vous voyez, les paires Como avec l'euro qui rebondissent qui surperforment face au dollar et aux devises refuges. Le JBP est sans tendance en amont du Brexit, il n'y a rien de surprenant là-dedans. J'ai publié un récap d'actualité ce matin. On voit, on a un rebond à Wall Street, rapport mensuel de l'emploi décevant. On a le gouverneur de la BPC, la Banque populaire de Chine, qui a déclaré dimanche qu'il restait des marges de manœuvre pour abaisser le ratio de réserve obligatoire des banques commerciales, donc en clair davantage d'accommodation, hein, qui serait possible de la part de la Banque populaire de Chine. L'euro qui surperforme après une chute à la suite de la BCE. Et voilà. Et le trade de la semaine de Barclays, donc là je vous le fais rapide, hein, parce que si vous voulez vraiment détailler, je vous invite à lire l'article. Trade de la semaine de Barclays, short euro GBP avec une target à 0,84. Voilà. Alors, passons au vif du sujet. On commence par les indices, ensuite on va faire un tour de nos scénarios. Alors nos scénarios, c'est quoi en ce moment? On avait la vente du S&P à 2800, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Vendredi, c'était achat euro, c'était également achat or, et il me semble que c'était tout au niveau des scénarios. Alors on avait le DXY que voilà, c'était la baisse puisqu'on était à des plots 2018, mais ah oui, et le CAC 40, il me semble qu'on avait parlé de la baisse. Alors CAC 40, on regarde.
CAC 40 c'est assez, enfin c'est même très très propre techniquement. On est en 4 heures et vous voyez qu'on est revenu, nous sommes revenus en bas de ce canal, tout simplement. Et là on est en train de rebondir, même si je n'y crois pas vraiment à ce rebond. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Faut regarder le S&P. Moi, je suis plutôt baissier sur le CAC à 5003. On voit que 5003 c'était une résistance, on avait une div, voilà, et j'anticipe une sortie par le bas. Maintenant, comme on peut le voir sur le cash qui est ici, on teste un puissant niveau de support actuellement. 5230, 5200, on voit, hein, ça a été des plusieurs fenêtres, hein, plusieurs gaps. Regardez, là c'était le bas du gap. Hein. Je vais le tracer. Regardez un petit peu. C'est 5000. Je vais mettre en violet en gros. Voilà. Regardez ce gap qui a fait office de support de résistance à de maintes reprises. Donc ça m'étonne pas que le CAC ait du mal à transpercer ce niveau. Mais justement, dès qu'on passera en dessous de ce niveau, puisque c'est un support qui est assez important entre 5231 et 5200, là c'est un support très très important de 30 points. Si on passe en dessous, on devrait voir une accélération baissière du prix. Voilà, donc faudra être vraiment très vigilant dans cette zone. Si on passe en dessous, c'est direction les 5000 points dans un premier temps, et on ira peut-être chercher beaucoup plus bas. Donc voilà. Et est-ce qu'il faut payer ce niveau-là pour le moment? La réponse est non. Hein. On va pas s'amuser à payer un support comme cela, alors que on n'a pas de signaux haussiers pour le moment. Vous voyez, on n'a pas de signaux haussiers, mis à part. Alors, horaire de trading. Voilà, à part un gap à la hausse qui est comblé actuellement, vous voyez qu'on est en train de le combler. Je vois pas un signal qui serait haussier. Hein. Je vois pas un signal qui serait haussier, ni en 5 minutes. Vous voyez là, gap haussier, on le comble. Donc voilà, fenêtre comblée. Je pense que aujourd'hui, ça devrait être assez calme. Hein. On ne devrait pas avoir beaucoup de volatilité. Donc, je pense qu'on va rester entre les 5200, finalement le plus bas de vendredi, 5221, et le sommet. Vous voyez, on devrait rester dans les bornes de vendredi. Donc entre 5270 et 5220, donc dans un range de 50 points. Alors beaucoup de questions, oula, je viens d'ouvrir la fenêtre. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors John qui me demande supplémentaire, j'aimerais savoir où aller pour apprendre l'analyse fondamentale. Alors vous avez Daily FX, vous avez les vidéos sur YouTube et vous avez la section formation sur le site. Hein. Vous voyez formation ici, vous avez Université Daily FX et là vous avez plusieurs articles sur les fondamentaux. Alors bonjour, je n'ai pas reçu le. Ah oui, je n'ai pas reçu le lien. Alors je sais pas ce que je l'ai pas envoyé, je pense. Je peux envoyer parce qu'il veut pas s'envoyer. Je vais vous envoyer ça en fin de webinaire. Ne vous inquiétez pas, Nicole. Alors Denis qui me dit Portugal, les doigts de pied en montagne. Mais écoutez, parfait. Hein. Vous avez échappé à la période froide. Hein. Enfin la froide. C'était froid, oui, plutôt ici. Le gold toujours à 1320 $. Oui, alors on va en parler dans un tout petit instant. Si les ventes au détail chute, j'ai bien envie alors de charger la mule en gold. Oui, tout à fait. Hein. Parce que si le dollar chute, bon, on va faire un point sur les. Chaque chose en son temps, on va faire un point sur le forex après, parce que sinon je m'éparpille et je m'y perds. Donc, indice, les indices, le CAC, on voit on a une baisse. On a un petit rebond intraday. Maintenant, est-ce que c'est ça est-ce qu'on est reparti pour une jambe de hausse? Ça m'étonnerait. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de signaux haussiers majeurs, ni sur le 4 heures, ni sur le horaire. Vous voyez, on n'a pas de divergence, on n'a pas de rebond. Le RSI qui reste bearish, malgré le fait qu'on a un petit rebond, il est en dessous de 50. Tant qu'il est en dessous de 50, il n'y a pas de quoi pour le moment s'inquiéter. On a même fait un top island. Hein. Si vous regardez, là, on a fait un top island. C'est une figure reversal island. Moi, j'appelle ça le top puisqu'on a également l'inverse qui est en bottom. Donc, top island, c'est quand on a un top qui est séparé par deux gaps. Ça, c'est le gap d'essoufflement et ça, c'est le gap de rupture. Vous voyez. Et ça, c'est le gap de rupture. Donc voilà, on a une figure de retournement d'un point de vue des chandeliers japonais. Et
voilà, je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter pour le CAC 40. Donc c'est perspective plutôt baissière, même si voilà, on est sur support. Je pense que chercher des rebonds, des niveaux vers les 5280, ça m'étonnerait qu'on a cherché ce niveau-là, mais rien que le haut du gap, on va vers 5260, 5270. Ça peut être un niveau de prix assez sympa à vendre pour aller chercher les 5002 puis 5000 points sur du court terme. D'accord. Donc voilà, en journalier, vous voyez qu'on sort dans la zone de surachat, donc ça c'est un signal qui est plutôt baissier. Le premier objectif c'est que le RSI aille chercher 50. 50 c'est un niveau de support, donc ça sera le premier niveau à surveiller. Si on vient tester, on pourrait avoir un rebond à ce niveau-là du RSI. Donc voilà, là c'est baissier jusqu'à que le RSI atteigne 50, ce qui pourrait entraîner une baisse du CAC jusqu'à 5002, voire même beaucoup plus bas. Au niveau du DAX, même topo, on voit, hein, alors par contre il n'était pas en zone de surachat, mais on voit que le RSI il ralentit. En 4 heures, alors horaire, 8 heures pareil, voilà. En 4 heures, pareil, divergence qui est baissière, hein, divergence baissière si je me trompe pas. Alors oui, légère divergence baissière, si on a une ligne de points. Là, on est revenu sur support 11 426, 11 000, finalement c'est 11 400 points. Voilà, c'est un niveau de support. Si on passe en dessous, alors on va regarder le cash, DAX, index, voilà. Donc le DAX, pareil, un top island. Vous voyez on comble le gap. On comble le gap, donc ça c'est pas une bonne information qu'on comble le gap, parce que normalement le gap de rupture qui est celui-ci, il est moins souvent comblé. Il n'est pas jamais comblé, mais il est moins souvent comblé. Et là on le comble. Donc ça c'est pas une information de baisse très bonne. En journalier on a 50. Pour le moment on n'a pas de signaux aussi majeurs. Hein. On a un rebond, mais on n'a pas de quoi. Oui, on n'a pas de signaux haussiers. Alors je n'en vois pas en tout cas. Ouais, donc ça, cette oblique, elle sera intéressante à suivre, parce que si on passe en dessous, on pourrait voir une accélération baissière. D'accord, donc le DAX, même topo, et finalement, tout se rejoint sur le S&P. Hein. Si on devait faire qu'une seule analyse des indices, eh bien, elle serait sur le S&P. Si on regarde le S&P, bon, on a eu un petit rebond, vous voyez, on a ouvert un gap baissier vendredi, qu'on a comblé, mais on voit que la tendance est baissière, on est sorti par le bas de ce canal. On peut voir plusieurs figures, donc on sort par le bas du canal. On avait un espèce de double top, que je vais tracer. Double top, vous voyez, dans l'idée. Donc l'objectif a été atteint, on le voit, hein, si on devait reporter la hauteur, hein, enfin la hauteur du double top. Donc c'est quoi? C'est une quarantaine de points. Ça a été largement atteint parce qu'on fait une baisse de 50 points depuis la ligne de coup. Mais voilà, on a une figure pour un moment de retournement. Alors le RSI, certes, il rebondit. Faut pas s'attendre à une baisse massive, à part si on a de la panique, mais pour le moment, on n'a pas de catalyseur qui viendrait justifier de la panique. Donc, c'est une baisse qu'on devrait voir de façon calme, tant qu'on n'a pas de catalyseur. Le catalyseur, ça peut être le vote du Brexit demain. Si on a un rejet, ça pourrait provoquer, je sais pas moi, peut-être la panique. Ça sera à voir, hein, personne ne peut anticiper cela. Euh, donc, voilà, moi je reste baissier. L'invalidation de cette baisse serait en cas de rebond du S&P tout simplement. Si on inscrivait un nouveau plus haut annuel, c'est-à-dire si on dépassait les 2820, on invaliderait les stratégies baissières. Là, on voit que le S&P a un peu du mal à reculer. Le RSI, regardez où il est à 50. Le prix, il est à moyenne mobile à 200. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on ait, un ralentissement de la baisse à court terme. Mais si le S&P venait à passer en dessous, alors SPX, voilà, daily, voilà, donc on passe en dessous de la moyenne mobile à 20, ouais, le RSI, le RSI clôture en dessous de 50 quand même, vendredi, donc ça c'est une information plutôt baissière. Enfin bref, vous voyez qu'il est en dessous de 50, sur ici la plateforme PRT avec les cotations d'IG, il est à 50.
clairement, on est dans un niveau très important. Si on passe en dessous, si on a une cassure nette de 50 du RSI, on devrait avoir une accélération baissière. Et comme vous savez, moi, ce que j'anticipe, c'est une correction tout d'abord de 38% de cette tendance. Peut-être plus, mais le premier objectif serait 38%. Donc voilà, moi je suis toujours baissé sur S&P et tant que je serai baissé sur S&P, il y a toutes les chances que les indices européens continuent, soient baissiers également. Il n'y a pas de raison que les indices européens continuent à monter alors que le S&P est en baisse. Et en plus de cela, on regarde les techs. Les techs, on regarde le journalier, vous voyez, pareil, c'est en baisse, baisse en journalier. Baisse 7200 points qui est la résistance, correspondant à 2008 du S&P. Et donc là, si on anticipe une baisse de 38%, ça fait un retour à 6676 points. Donc moi, je pense que c'est possible qu'on aille, qu'on revienne à ce niveau de prix. L'invalidation, encore une fois, c'est si, les indices dépassent leur récent sommet, c'est-à-dire à 7200 points, 7207 pour être précis sur le Nasdaq 100. Et 2800 sur 2810 sur le S&P. Au niveau du Russell 2000, donc les mid caps, small caps, mid caps qui sont, plus c'est des small caps, plus c'est généralement des indicateurs leaders. En tout cas, dans le passé, ce fut des indicateurs leaders. Vous voyez que la baisse est beaucoup plus accentuée, le RSI passe sous 50, donc ça c'est pas un signal positif pour le S&P. Si on avait eu un rebond du Russell 2000 vendredi, un rebond majeur, par exemple un avalement haussier, on aurait pu clairement faire une pause, voire stopper les perspectives baissières de S&P. Mais là, qu'est-ce que nous dit les mid caps qui correspondent au Russell 2000? Eh bien, ils nous indiquent il y a pas de signaux haussiers. On voit qu'on est en baisse. En 4 heures, également, alors le RSI il est survendu, c'est pas un signal d'achat, ça veut vraiment dire que du coup on a un momentum baissier important. Donc voilà, et on va regarder les small caps qui correspondent au SP600, il me semble. SP600. Small cap, ouais. S&P Small Cap 600. Donc le S&P 500 c'est large caps. Je ne sais pas c'est quoi la logique, mais S&P 500 large caps, S&P 400 mid caps et S&P 600 small caps. Donc il n'y a pas vraiment de logique entre 500, à part le nombre. Finalement, à mon avis, c'est le nombre de composants dans l'indice. Mais vous voyez, c'est S&P 500, S&P 400, S&P 600. Bon, de toute façon, S&P 600, vous voyez, pareil, c'est en baisse. Et le RSI, il est encore plus bearish, il est à 40. Donc ça, c'est une information plutôt baissière. Une information plutôt baissière en 8 heures, 4 heures, pareil, on n'a pas de rebond, voilà, c'est baissier. C'est baissier, donc on vient chercher au moins un retracement de 38%. Vous voyez, donc on y est proche, mais voilà, dans l'idée, on vient chercher un retracement, une poursuite de la baisse. On n'a pas de signaux haussiers sur les small caps. Alors le problème c'est que tout le monde voit ce 38%, ceci empêche une chute jusqu'à non. Alors non, alors oui c'est vrai que tout le monde voit les 38% parce que c'est le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci c'est les suites dont théoriquement c'est les suites de prix qui ont une influence psychologique la plus importante sur les investisseurs. 38%, alors 30% c'est pas le chiffre d'or, mais on a le ratio d'or que je vous Golden Ratio que je vous invite à lire. Donc vous écrivez Golden Ratio Fibonacci sur Google et vous connaîtrez pourquoi ces retracements 38%, 62% et même 50% c'est pas le ratio d'or, mais c'est un chiffre de Fibonacci. Et bien vous découvrez pourquoi 38%, oui tout le monde le regarde parce que c'est le premier niveau. Donc voilà. Donc 38% c'est le premier objectif. On va pas en inventer un autre, on va pas dire 30% parce que tout le monde regarde les 38, vous voyez. Donc 38%, justement, si tout le monde le regarde, c'est-à-dire que il y a de fortes chances qu'on ait un rebond. Parce que si tout le monde le regarde,
Il y en a beaucoup qui vont automatiser des achats à 38% de retracement. Donc, c'est pour ça que c'est les plus importants. 38, 50 et 62%. Voilà, donc indice perspective baissière. Toujours en swing trading. En intraday, je vais pas vous dire n'importe quoi, donc je vais rien vous dire. Honnêtement, à mon avis, on devrait rester entre les plus hauts et les plus bas de vendredi. On devrait rester entre les plus hauts et les plus bas de vendredi. Des points pivots hebdomadaires, des points pivots journaliers peuvent vous aider à trouver des niveaux de support et résistance en intraday. Mais voilà, je vais pas vous dire c'est bullish en intraday parce que bon, on a une ouverture en hausse sur les indices européens, mais on voit que les gaps sont comblés. Voilà, c'est la seule information qu'on a. Gann utilisait un tiers, un demi et deux tiers. Oui, tout à fait, mais bon, un tiers, un demi, deux tiers, c'est quasiment la même chose. Hein. Un tiers, c'est quoi? C'est 33%. Là, nous, on est à 32,8. Donc, vous voyez que c'est pareil. Un demi, c'est 50, donc c'est 50 sur Fibonacci. Et deux tiers, c'est quoi? Deux tiers, c'est 66%. Et nous, c'est... pardon, le premier, c'est pas 32%, donc c'est 38%. Entre 38 et 33%, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une question de quelques points. Donc oui, ça reste une différence, mais voilà, vous pouvez très bien inscrire des zones. Vous voyez, si vous voulez les deux, par exemple, imaginez que vous voulez les deux. Vous voulez les retracements de Gann et les retracements de Fibonacci. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez juste à paramétrer vos retracements. Vous voyez, la plateforme, elle vous permet cela, enfin quasiment toutes les plateformes même. Vous pouvez paramétrer les niveaux. Donc au lieu de mettre 38, 50, 61, vous pouvez mettre 38, 50, 61,8 et vous pouvez, je sais pas moi, à rajouter 33%. Et vous pouvez ajouter 66. Voilà, et au moins vous avez des zones, vous voyez. Donc c'est à vous de voir ensuite, hein, chacun a ses préférences. Les retracements de Fibonacci, euh, voilà, moi j'ai pas fait d'études là-dessus. Si vous pensez que les retracements de Gann sont meilleurs, utilisez les retracements de Gann. Il n'y a pas d'indicateur magique de toute façon. Mais c'est vrai que les Fibonacci, c'est les plus utilisés. Donc moi si vous préférez Gann, utilisez Gann. Hein. Moi j'ai pas de, voilà, j'ai pas d'observation. Je vais pas vous dire que les retracements de Fibonacci euh, sont plus efficaces. Si je devais donner un avis, je pense que oui, mais j'ai pas d'études derrière, j'ai pas d'arguments vraiment, de faits. Donc voilà, utilisez ce que vous préférez. C'est la seule recommandation que je vous ferai. Alors, au niveau du FX, on parlait de la baisse du dollar. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il était revenu à ses sommets de 2018. Vous voyez, DXY est ici, sommet 2018, 14 décembre, 12 novembre. Donc, on y est revenu. Et voilà, finalement, l'achat gold et l'achat euro-dollar qu'on a dit vendredi se basent sur le retour du DXY à ce niveau de résistance. Sous cette résistance, les perspectives, selon moi, du dollar me semblent plutôt à la baisse. Je pense que il peut être considéré cher. En tout cas, tant qu'on ne dépasse pas cette résistance, ça voudra dire que le marché prend des bénéfices sur le dollar et donc il considère en effet comme cher. Donc voilà. Et donc la perspective baissière de l'euro, haussière de l'euro-dollar et du gold, tant que le DXY est sous cette résistance. Tant qu'il est sous cette résistance, ça devrait profiter à l'euro-dollar, ça devrait profiter à l'or. Donc perspective baissière du DXY. En 4 heures, on n'a pas de signaux baissiers si ce n'est qu'une baisse du momentum, mais on reste toujours au-dessus de 50, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En horaire, on est passé en dessous, donc la perspective est baissière sur du court terme. Mais voilà, pour le moment, journalier, ça reste bullish, hein, clairement, regardez. Bien construit sous résistance, le RSI il est à 61. Donc si le RSI passe sous 50, ça serait baissier et ça sous-entendrait un repli à cet oblique en noir, vous voyez. Mais tant qu'on n'est pas, comment dire, tant que le RSI est au-dessus de 50, sur du moyen terme, je dirais que la baisse du dollar devrait être assez lente, d'accord. La baisse du dollar sous cette résistance devrait être assez lente tant que le RSI est au-dessus de 50. Donc l'eurodoll, qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, l'eurodoll. Alors, beaucoup de choses à dire sur l'eurodoll. Je pense qu'on va commencer sur du moyen terme. On va commencer d'une unité de temps haute jusqu'à une unité de temps presque intraday. Même intraday.
Qu'est-ce qu'on a fait en weekly? Alors, je vais ajouter les bandes de Bollinger. Alors, je vais mettre plutôt sur le graphique. Weekly, bande de Bollinger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en weekly? Eh bien, la semaine dernière, on a clôturé en dessous de la bande inférieure. Donc ça, c'est un signal baissier, d'autant plus qu'on était en train de faire un squeeze depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est une information baissière sur du moyen long terme. Toutefois, le cours clôture au-dessus des 1 12,15 qui correspond à l'ancien plus bas de novembre, vous voyez, du 12 novembre. Donc voilà, on a une information baissière des bandes de Bollinger, mais on n'a pas, vous voyez, une clôture sous ce support, ce qui est bien dommage. Le RSI continue à rebondir, mais bon, il est très loin de 50, enfin très loin. Il est loin de 50 puisqu'il est à 40 actuellement, et tant qu'il est en dessous de 50, bah c'est risqué, hein, c'est possible, mais c'est risqué de passer à l'achat, comme on l'a très bien vu la semaine dernière. D'accord. Le momentum finalement de fond est baissier. Par contre, si dans quelques semaines le RSI venait à clôture au-dessus de 50, là, ça serait clairement bullish pour l'euro. En journalier, quelle information que nous avons? Nous avons également une clôture sous la bande inférieure après un squeeze. Ça, c'est une information baissière. Toutefois, on revient alors sur un niveau de support qui correspond au bas de ce canal en rouge, vous voyez, mais également au haut de ce canal en bleu qui venait chercher. Alors, je ne vais pas revenir. Alors, vous voyez, ce canal-là, on revient. Vous voyez, on a un rebond là. On a un rebond, donc c'était une zone de confluence de support, hein, 1,12,15, l'oblique en rouge, l'oblique en bleu. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? On a un rebond du RSI qui est à 43, donc il est toujours sous 50, donc c'est un momentum bearish. En 1 heure, alors en 1 heure, vendredi, on en avait parlé. On avait donné un scénario, enfin j'avais donné un scénario aussi vendredi à 8 heures parce qu'on avait une divergence et souvent après une baisse aussi importante, eh bien on a, on va dire une petite correction, c'est pas un changement de tendance, mais on a une correction. Et moi, ce que j'anticipe, c'est une correction voilà, de ce dernier mouvement baissier. Alors une correction tout d'abord de 38%, vous voyez, donc un retour à un 12,60. Donc c'est l'objectif depuis vendredi qui continue à être comment dire valide, qui continue à être valide. Donc voilà, pour ceux qui sont à l'achat sur l'euro, je dirais qu'à court terme c'est possible de retourner à un 12,70. Maintenant, on l'a vu sur du journalier, on l'a vu sur du weekly, on a quand même des signaux baissiers importants sur les bandes de Bollinger. Donc voilà, faut pas non plus s'attendre à une correction haussière trop importante, ce qui est c'est possible, mais voilà, faut pas falloir s'attendre non plus à un V-bottom. Je pense que si on a un mouvement de hausse, ça pourrait se faire après une consolidation comme celle-ci. Donc vous voyez là, on avait un important mouvement baissier, on avait une correction, puis une nouvelle baisse, une correction et ensuite un rebond plus important. D'accord? Donc là, ça m'étonnerait qu'on vienne, qu'on vienne faire un mouvement comme celui-ci. D'accord? Ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus, comment dire, va falloir être plus patient, tout simplement. Donc voilà, dans l'idée, c'est qu'on a cherché un retracement, et bien tout d'abord jusqu'à 1,1270. Si on passe au-dessus de 1,1270, ça sera direction 1,13. Mais voilà, dans le fond, d'ailleurs à l'image de ce canal hein, qu'on évolue depuis le début de l'année, alors en 4 heures, regardez depuis le début de l'année, 9 janvier, on est dans un canal qui est baissier, qui se ressent même en biseau. Donc voilà, donc c'est plutôt dans le fond en swing trading une tendance qui est baissière, mais voilà, tant que le DXY est sous ses plus hauts de 2018, eh bien on a toutes les chances que l'euro progresse. Au niveau de l'or, je passe à l'or parce que c'est en lien direct avec le DXY et l'euro dollar, hein. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer sur le forex. L'or, alors on avait un signal haussier qui nous avait été donné sur du 4 heures, vous voyez, vendredi matin, clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. Donc là, c'était possible de passer à l'achat. Premier objectif 1300, mais clairement, je pense que l'or a toutes ses chances de progresser. Pourquoi? Enfin vous le savez de toute façon, mais qu'est-ce qui alimente l'or à la hausse? La baisse du dollar et ou l'aversion au risque. Est-ce qu'on a une baisse du dollar à court terme? Oui.
Est-ce qu'on a des perspectives sur le enfin, en tout cas, moi, j'ai des perspectives baissières sur le dollar, tant que le dollar est sous ses plus hauts de 2018. Donc, ça me donne des perspectives haussières pour l'or et pour l'eurodoll. Est-ce qu'on a de l'aversion au risque? Eh bien, on commence. Hein, le bon de la volatilité, le VIX, c'est l'indice de la peur. Donc, ça matérialise très bien, et bien finalement l'aversion au risque, hein, ce VIX. Dès qu'il est en hausse, ce VIX, eh bien, ça veut dire qu'on a de l'aversion. Et dès qu'il est en baisse, ça veut dire qu'on a plutôt de l'appétit. D'accord. Alors il y a deux choses qui comptent sur le VIX. Déjà, il y a la volatilité du VIX et il y a le niveau, le prix du VIX. Plus il est bas et plus on est dans de l'euphorie, dans la confiance. Et plus il est haut, plus on est dans de l'aversion. Donc là, pour le moment, on est en dessous de 20. 20, c'est considéré comme une zone assez clé. Au-dessus de 20, souvent on dit que on est dans de l'aversion, enfin on est plutôt dans la panique. D'accord. Et en dessous, on est plutôt dans la confiance. Donc, bien qu'on ait un rebond du VIX, on est toujours en dessous de 20. Donc, c'est un rebond, ok, mais on n'est pas non plus dans dans un emballement. D'accord. Donc, de l'aversion à court terme, mais il n'y a pas pour le moment d'emballement du VIX. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça peut prendre du temps, comme regardez ici. Là, on avait eu un rebond avant l'emballement. D'accord. C'est pas de l'emballement depuis les points bas. Donc là, on a une divergence. Le RSI clôture au-dessus de 50. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché a déjà commencé depuis le début de la semaine dernière à recommencer à se recouvrir sur les options. Donc ils protègent leur portefeuille d'une éventuelle baisse du S&P, ce qui a eu lieu, en achetant des options. Le VVIX, donc la volatilité du VIX, pareil, divergence. On passe de loin au-dessus de 50. Donc ça, c'est une information qui est plutôt baissière, qui indique que, pareil, hein, le marché commence à se repositionner sur les options pour se couvrir d'une éventuelle baisse des indices. Donc ça, c'est témoin d'aversion au risque. Donc voilà, on n'a pas d'emballement, mais on a eu une hausse du VIX la semaine dernière. Donc hausse du VIX, baisse du S et baisse du dollar, c'est bon pour l'or. Et c'est pour ça que j'anticipe un rebond de l'or vraiment important. Alors, le premier objectif, ça dépendra de vos horizons de temps, hein. Mais voilà, on viendra chercher un retracement de 38%, puis 50, puis 62, et même, pourquoi pas, 1346. Honnêtement, si le dollar, alors, DXY, si on commence à avoir un emballement du VIX, ce qui est fortement possible, hein, ça peut être à cause du Brexit, ça peut être à cause des négociations commerciales, on ne sait pas s'il y aura un accord, hein. A priori, on a des bonnes annonces, mais en fait, on a des deux, hein. Finalement, Washington annonce des avancées, mais qui sont encore très loin d'un accord commercial. Donc c'est un petit peu, vous savez, on sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas vraiment sur un accord. Le marché price un accord, mais on ne sait pas si on aura un. Donc DXY, vous voyez, retour au sommet en baisse. Donc la perspective est baissière jusqu'à finalement cette oblique, d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, si on venait clôturer au-dessus de ce sommet, bon bah là clairement c'est haussier, hein, on vient chercher des niveaux encore plus hauts. On vient chercher ce niveau-là. Bref, donc pour le moment on est sous résistance, perspective plutôt baissière. Perspective plutôt baissière et le VIX a de quoi progresser. Donc c'est pour ça que l'or, moi personnellement, je le trouve assez intéressant. Premier objectif 1306. Maintenant qu'on est venu chercher 1300 dollars, 1306, puis 1313. Mais honnêtement, il y a des perspectives haussières très importantes. Voilà, donc à vous de voir quel est votre horizon de temps de trading. Quel est votre horizon de temps de trading, mais on pourrait chercher bien les récents plus hauts à 1355, on pourrait même aller chercher à terme, on pourrait très bien aller chercher les 1388. Il y avait quelqu'un dans ce webinaire qui m'avait dit la semaine dernière qu'il était à l'achat depuis les 1200 et quelques, 1100 et quelques. Donc voilà, vous voyez que tout dépend de votre horizon de temps, mais je suis sûr que la personne, je ne me souviens plus de son prénom, qui avait acheté vers 1200 dollars, la baisse qu'il y a eu récemment ne l'impacte pas énormément. Ça le dérange, bien évidemment, mais ça l'impacte pas. Donc voilà. Là, on a une divergence. On a eu le signal baissier au début du mois, ce qui a permis une respiration du momentum, mais on n'a pas de renversement de tendance pour le moment. Vous voyez, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile, toujours au-dessus de ce niveau de support qui est très très important.
qui est très très important. Donc voilà. L'or, c'est boule. C'est boule et justement ce rebond permet, enfin ce repli permet de se repositionner à l'achat si on considère qu'on va avoir une poursuite de la correction des marchés actions et qu'on va avoir une baisse du dollar. Voilà. Moi, vous connaissez mon opinion sur le dollar sur du moyen terme. Il suffit de regarder le DXY ou même DXY, pardon, ici, que je vais mettre en hebdo, même en mensuel. En hebdo, regardez pourquoi pour l'importance de 50. 50, faut pas le sous-estimer, hein, c'est un niveau de support. Vous savez qu'il y a même des stratégies qui prennent des bénéfices, hein, qui prennent des bénéfices lorsque le RSI atteint 50. Il y a des stratégies qui regardent même pas le prix, hein, qui traitent qu'avec le RSI. Donc vous voyez, RSI 50, l'importance de ce support, de ce seuil, c'est la zone de neutralité. Au-dessus de 50, on a plus de moyenne haussière, de mèches haussières, que la moyenne des mèches qui est baissière. Donc voilà. Donc RSI qui est toujours au-dessus de 50, mais on a une div, puisque les sommets ici sont de plus en plus hauts, les sommets sur RSI sont de plus en plus bas. Donc là on est sur du weekly, ça prend du temps, hein, ça va pas être dans l'immédiat. Mais cette divergence remet en cause la tendance haussière. Et si on se met sur un indice dollar équipondéré, eh bien c'est la même observation que nous avons. On a même une information encore plus baissière, parce que vous voyez, on avait une divergence, d'accord, mais on est passé sous 50. On a clôturé sous 50. Alors certes, on rebondit à court terme, mais voilà, faut pas. Parfois, on a je dirais pas des complications, mais voilà, on peut avoir un rebond avant une nouvelle baisse. Ce qui a été le cas, par exemple, ici, vous voyez, baisse, on passe sous 50, on rebondit et ensuite la nouvelle baisse. Là, non, ce fut pas le cas. Donc voilà, et finalement dans le fond, on voit que cet indice dollar, il est dans quoi? Il est dans une tendance baissière depuis 2016. Hein. Puis 2016, il est dans une tendance baissière. Alors, on était sorti de ce canal baissier, mais là on voit qu'on a une divergence, donc ça remet clairement en cause cette sortie par le haut. Et en journalier, bah finalement, les plus hauts 2018 sont un tout petit peu plus hauts, vous voyez, ils sont ici, d'accord, les plus hauts en prix de clôture, hein, plus haut en prix de clôture. Donc voilà, et on voit que les sommets sont de plus en plus bas. Donc là, c'est pareil, la perspective est baissière hein, sur le dollar, sur cet indice, jusqu'à tout d'abord un retour au plus bas de l'année. Hein, et si on passe en dessous, bien on ira chercher le bas de ce canal. Donc pour le moment, c'est baissier dollar. L'idéal, ce serait que le RSI repasse sous 50, on devrait voir une accélération baissière. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à être sûr de prendre une position vendeuse? Alors si vous parlez des indices, alors je ne sais pas si c'est ce que vous parlez, mais si vous parlez des indices, il faudrait un catalyseur négatif. Ça peut être le Brexit, le vote du Brexit demain. Demain, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un vote du Brexit. Les parlementaires vont décider si l'accord de divorce conclu entre Theresa May et Bruxelles est mis en place, ou alors s'ils refusent cet accord, le lendemain et le surlendemain, le Parlement votera soit pour un hard Brexit, c'est-à-dire une sortie sans accord, c'est-à-dire que le 29 mars, là, à la fin du mois, le Royaume-Uni quitte l'UE sans accord, ou soit on a un report du Brexit. Mais bon, il faut encore que Bruxelles accepte. Bruxelles acceptera bien, enfin, il y a de fortes chances que Bruxelles accepte. Mais voilà, donc vous voyez, il y a des possibilités. Et pour le moment, ce qu'a pricé le marché, c'est un report du Brexit. C'est un report du Brexit. Donc on a le Brexit, on a également une négociation commerciale. Encore une fois, on a des informations positives au niveau de Washington concernant un accord commercial avec la Chine, mais on a également des signaux qui divergent de la part de Washington. Un jour, les négociations vont super bien. Il y a un autre jour où les négociateurs américains indiquent qu'ils sont encore très loin d'un accord. Donc, est-ce que finalement il y aura un accord ou pas? La question est ouverte. Avec l'administration actuelle, on ne sait pas. Alors, le Brexit dur, non, n'est pas pricé. Ce qui est pricé, c'est un report du Brexit. C'est ça qui est pricé pour le moment. C'est ce que le marché attend. Donc si on a un report du Brexit, ça serait positif pour le marché action, mais
plus gros du moment est déjà dans les prix. Donc ce sera pas non plus un catalyseur qui permettra un bull market. Alors, Morgan Stanley Trade of the Week buy euro dollar. Donc achat euro dollar, trade de Morgan Stanley. Stop à 1,10, take profit à 1,18. Je suis plutôt d'accord. Moi, vous connaissez mon opinion sur l'euro dollar. Je suis plutôt haussier, même si voilà, on a eu des signaux baissiers la semaine dernière sur du weekly et le journalier. Moi, je trouve assez intéressant cet euro dollar au prix actuel, au vu de l'analyse technique du dollar index. Trade of the week de Barclays. Je l'ai écrit dans mon dans l'article. Trade of the week de Barclays. Donc trade de la semaine, c'est l'achat de l'euro GBP. La vente de l'euro GBP. Short euro GBP, objectif 0,84. Donc on va regarder l'euro GBP. L'euro GBP en weekly, je vous propose dans un premier temps le weekly. Bon, on voit en clôture, on a un nouveau plus bas hebdo en prix clôture. Vous voyez, nouveau plus bas, donc ça c'est une information qui est baissière. Alors la semaine dernière par contre on a eu un petit rebond, mais c'est ni plus ni moins qu'un petit pullback, vous voyez. Après la cassure, on a un pullback à 0,8628. Oups. Voilà. Et en journalier, alors en journalier, on est dans un canal baissier qu'on a réintégré. On est sous la moyenne mobile à 200, donc ça c'est pas, c'est baissier. Hein. La moyenne mobile à 200, elle est assez importante parce que ça donne le courant en fait. Est-ce qu'on est en courant d'achat ou en courant de vente? Souvent, en fait, comment on peut considérer la moyenne mobile à 200, c'est quand on est en dessous de la moyenne mobile à 200, les mouvements baissiers vont être beaucoup plus violents que les mouvements de hausse. Et à l'inverse, lorsqu'on est, alors ça c'est surtout valide sur le forex. Forex c'est que des forces relatives. Hein. Et donc, dès qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200, on peut considérer que les mouvements d'achat vont être beaucoup plus importants, enfin beaucoup plus être volatiles que les mouvements baissiers. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors à court terme, on a un double bottom validé, hein. Je pense qu'on l'a tous vu. Regardez, il est assez sympa ce double bottom. La ligne de coup correspond en fait à cet ancien plus bas. Bottom, bottom, objectif haussier à très court terme. Très court terme. Vous voyez ce niveau de prix, 0,87 et quelques. 0,96, 20. Voilà, c'est l'objectif à très court terme. En plus là, on a une divergence. Hein. Regardez, on a une divergence haussière. Belle divergence haussière. Bon, voilà, c'est boule à court terme. Maintenant, Barclays et baissier. Et baissier, alors on va regarder ensemble d'ailleurs ce qu'ils disent Barclays. Je vais ouvrir ma boîte de mail. Est-ce qu'ils donnent aussi les SL? Oui, en tout cas pour Barclays. Hein. Morgan Stanley, je ne sais pas. Mais alors Barclays, alors je regarde. Hein. Je regarde, j'ai mis une pause sur l'écran parce que je peux pas faire voir mes mails, hein, évidemment vous en doutez bien. Alors, Target 0,84, donc ils sont à la vente en spot depuis 0,863, Target 0,84, stop 0,876, stop 0,876. Voilà, après attention, hein, Barclays, bon, c'est bien que ce soit une banque commerciale, ils communiquent ce qu'ils veulent, hein, d'accord? Ils peuvent, c'est pas parce que c'est Barclays qui disent de vendre de shorter l'euro GBP qu'il y aura forcément un retour de l'euro GBP à 0,84. Hein. Ils n'ont pas de boule de cristal entre les mains, d'accord? Voilà, donc c'est intéressant, voilà, ça peut être donner des idées, mais en tout cas ils sont à la vente. Ils ont un stop à 0,864, 0,864 donc qui est ici. Je vais mettre en rouge pointillé. 0,864, 87,4. Je vais vérifier quand même. Alors, 0,876. Oula, j'ai du mal hein, ce matin. Donc 0,876. Voilà, donc en rouge, le stop en tout cas c'est l'invalidation du scénario baissier de Barclays et ils viennent chercher 0,84. Donc voilà, ça c'est, et vous voyez qu'ils font pas enfin, à mon avis ils font du day trading également, mais là on voit bien que ça c'est pas un scénario de day trading. Hein. Donc 0,84, ça c'est leur objectif, ça c'est leur invalidation.
Donc voilà. Donc ils sont plutôt baissiers sur l'euro HBP, on le voit très bien. Et d'ailleurs, un peu à l'image de nous, finalement, depuis qu'on a réintégré le canal, depuis qu'on a clôturé en tout ce plus bas, c'est baissier l'euro HBP. C'est baissier. Et voilà, maintenant on a une divergence ici. Si le RSI passe au-dessus de 50, ça validerait la divergence et on devrait avoir une accélération haussière. Donc là, techniquement, je pense que ce niveau de prix, c'est assez mauvais de passer à la vente. On a un gap à la hausse, on reclôture au-dessus des 0,8620. Donc tout mène à croire qu'on va avoir une correction beaucoup plus importante de ce qu'on a là. Et d'ailleurs, l'objectif finalement du double bottom, c'est le premier objectif haussier. Si le RSI journalier venait à clôturer au-dessus de 50. Donc ça serait 0,8720. L'objectif du double bottom. 0,8720. Voilà, donc c'est un retour finalement à 61% de retracement de cette tendance baissière. Si on prend le plus haut au plus bas, 38% de retracement. Vous voyez ici, là, on aura une zone quand même assez importante. Ici. Là, on aura une zone de support, de résistance, pardon, assez importante au niveau des retracements de Fibo. Donc là, ça peut être assez intéressant de passer à la vente, proche de ce niveau de prix. En tout cas, en journalier, là, techniquement, on n'a pas de signaux vendeurs. On n'a pas de signaux vendeurs et on pourrait en avoir un d'achat. Si le RSI clôture au-dessus de 50, on aurait un signal d'achat. Parce que vous voyez que là, la divergence, elle est assez massive. Vous voyez, elle est assez massive. Et la dernière fois qu'on avait une divergence comme celle-ci, on a vu un rebond majeur. Donc voilà, bien qu'on soit dans un courant baissier, on pourrait avoir un rebond important. Mais bon, pour le moment, il ne faut pas anticiper le breakout. Parce qu'encore une fois, vous savez que le RSI à 50, RSI 50, c'est une zone très très importante. C'est la zone la plus importante du RSI. Et le RSI, les zones les plus importantes, c'est pas 30 et 70, c'est 50. 50, c'est le seuil le plus important du RSI. C'est une résistance lorsque le RSI est en dessous de 50, c'est un support lorsqu'il est au-dessus de 50. Donc là, on est en dessous, on va pas forcément avoir un breakout. Voilà, donc prudence sur le RocheBP, faut pas acheter, faut pas anticiper un mouvement. Alors, je vais rapidement faire un petit tour sur les indices. Les indices ici, qu'on a, les indices des devises équipondérées. Donc, pour voir quelle devise, enfin, ma perspective, la devise la plus faible pour cette semaine. Alors, le yen, en fait, ça, c'est comme le VIX, le yen. J'ai tweeté quelque chose, un graphique la semaine dernière. Voilà, yen et VIX. Donc, finalement, votre positionnement sur le yen va dépendre de votre opinion sur les indices. Si vous êtes baissier sur les indices, faut être haussier sur le yen. D'accord, vous n'avez pas à shorter le yen si vous êtes baissier indice, parce que le yen c'est la devise refuge. Ça vous le savez. Donc voilà, moi personnellement je suis plutôt haussier sur le yen, puisque je m'attends à une correction plus importante des marchés actions, que ce soit américains ou européens. Mais voilà, donc je suis haussier, je suis pas vendeur sur le yen. Le NZD, on n'a pas de signaux quelconque. RSI au-dessus de 50. On n'a pas de signaux. La UD, on est au plus bas. On est proche des plus bas de l'année. Enfin, on est au plus bas de l'année et on est proche des plus bas de 2015. Vous voyez qu'ils sont ici. Donc on est dans une zone. Vous voyez ici là, on est dans une zone où c'est les plus bas de 2015 et les plus bas de 2018-2019. Donc je dis pas qu'on va forcément avoir un rebond, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Alors on n'a pas de divergence. Donc là, c'est pour le moment, c'est toujours baissier. Mais si on a un rebond de la UD, il faudra le suivre de très près. Donc là, pour le moment, on n'a rien sur la UD. Sur l'euro, donc là, l'euro, voilà, l'euro, regardez où on est. On est en bas d'un triangle. Donc oui, c'est un triangle descendant, donc c'est une information plutôt baissière. Mais quand on voit une divergence comme celle-ci, et en plus de cela, le cours qui est revenu à la suite de la BCE sur ce support majeur, moi, je suis plutôt en faveur d'un rebond de l'euro. Je dis pas qu'on va avoir un retour forcément tout en haut de cet indice euro, mais en tout cas un rebond
de cet indice et donc un rebond de l'euro-dollar et de tous les paires en euros me semble clairement envisageable. Par contre, si cet indice venait à clôturer à un niveau plus bas, bon voilà, dans ce cas-là, l'euro, ça sera pas à la poubelle, mais presque. Hein, c'est retour à indice de l'euro-dollar. Le GBP, alors, la baisse qu'on a eue la semaine dernière, rien de surprenant. En vrai, le GBP, il me semble, c'est la devise la plus haussière depuis le début de l'année. Hein, si on regarde, alors, performance, year to date, GBP, year to date, vous voyez, devise la plus haussière. Pourquoi? Parce que le marché a pricé le report du Brexit. Le GBP, finalement, vous voyez qu'on était revenu au plus haut depuis octobre 2018, qu'on a une petite correction, rien d'anormal, hein, rien d'anormal du tout même. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, je pense, sur le GBP pour le moment. La tendance est haussière. Sachez que, bon, si vous êtes haussier sur l'euro-dollar, vous devez être haussier sur le GBP USD. Hein. D'accord? Parce que l'euro-dollar, le GBP USD, c'est quasiment la même chose. Je dis pas que l'euro, c'est la livre sterling, hein, mais je dis bien l'euro-dollar et le GBP USD, c'est quasiment la même chose. Regardez. Euro-dollar, GBP USD. D'accord? Donc on peut pas être vendeur GBP USD et acheteur euro-dollar. C'est pas logique. Parce que les deux sont énormément influencés par le dollar. Donc si vous êtes haussier euro-dollar, vous êtes haussier GBP. Alors je regarde vos questions. Prison pour USD-CAD, USD-Yen, USD-CHF. Très bien. Alors, USD-CAD. USD-CAD, alors, on avait un double bottom. Vous voyez, double bottom ici, bottom, ligne de coup, objectif haussier 1,36. Ça reste cette prévision-là, 1,36 $. Le CAD index, pardon, j'ai pas terminé sur les indices. Donc le franc sur support, support important, hein, attention. Là, c'est un support qu'on parle pluriannuel. Hein. On est sur 5 ans, cet indice, en weekly. Regardez le canal du franc. Canal, il est extrêmement important. D'accord? Ah, pardon, là, j'étais en linéaire. Donc finalement, on n'est pas encore, excusez-moi. J'étais en logarithmique, pardon. Donc là, franc, d'un point de vue prix, c'est neutre, hein, on voit qu'on consolide. Donc rien à dire sur le franc pour le moment. Dollar, on l'a fait. Et le CAD, là, par contre, regardez, divergence. Bon, par contre, la divergence, elle est en dessous de 70, enfin, elle est entre la zone 70 et 30. Mais bon, en même temps, c'est un indice, donc c'est normal qu'on ne va pas avoir, enfin, c'est rare d'avoir une divergence sur un indice comme celui-ci. Les indices équipondérés comme cela, c'est beaucoup moins volatile. Donc c'est normal qu'on n'a pas un RSI qui est souvent en zone de surachat ou de survente. Mais bon, on est passé sur 50, divergence. Donc ça, c'est une formation baissière pour le CAD. CAD qui est amené à sous-performer, je pense, lors des prochaines séances, malgré la hausse du pétrole. Là, techniquement, l'indice CAD, il est baissier. Hein. Donc, USD CAD boule. USD CAD boule jusqu'à 1,36. L'USD Yen, alors les paires en Yen, pour moi, elles sont amenées à fortement progresser si on a, si on a une correction des indices. Encore une fois, le Yen sera la devise la plus haussière. Là, à court terme, on le sait depuis vendredi, la tendance baissière sur les indices est calmée. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait la fin de la tendance. Et là, on a une divergence validée ce matin. Regardez la divergence haussière. Rebond du RSI. Baisse du prix. La divergence validée, RSI qui clôture au-dessus de 50. C'est un signal qui est haussier sur du très court terme, hein, parce qu'on n'est que sur du horaire. Hein, je vous rappelle, on n'est pas sur du daily là. Donc, scénario haussier jusqu'à aller. Je pense qu'il y a un potentiel jusqu'à 111,15. On reste dans ce canal, donc à moyen terme, l'achat se justifie. Mais tout comme les indices, voilà, puisque les indices sont sortis du canal, enfin plutôt le S&P, je pense qu'on y sortira rapidement de ce canal aussi. Hein. Là, c'est une question de séance. Hein. Il suffit de peu, hein. Il suffit simplement d'aversion au risque. Hein. Il suffit de mauvaises statistiques qui sous-entendent un ralentissement de l'économie mondiale, comme ce qu'on a eu la semaine dernière, ce qui a provoqué une baisse des paires en yen, donc un achat du yen. Ou alors il suffit d'un événement politique. Ça peut être l'Italie, ça peut être le Brexit, ça peut être la guerre commerciale. Personne ne le sait. Si quelqu'un le savait, enfin si le marché le savait, ça serait pricé dans les prix, donc on n'aurait pas de baisse si ce scénario avait lieu. D'accord? Donc on peut pas savoir, hein, on peut pas savoir qu'est-ce qui va provoquer la baisse, forcément. Voilà. Et enfin, donc USD CHF, et je vais terminer par le pétrole. USD CHF. Alors, assez intéressant cette USD CHF, parce que regardez, on revient au sommet 2017,
correspond également au sommet 2018, vous voyez, sommet 2017, sommet 2018, sommet 2019. Donc là, on est sur un support, une résistance pluriannuelle. Donc à court terme, j'aurais plutôt tendance à dire que, eh bien, l'USD-CHF a toutes ses chances de baisser. Pareil, l'USD-CHF, c'est quoi? C'est l'inverse de l'euro-dollar. Regardez, euro-dollar. Donc GBP-USD, et là on va mettre CHF-USD. Donc c'est l'inverse de l'USD-CHF. Vous voyez, on est globalement, c'est à peu près la même chose. Et surtout, regardez, CHF-USD, euro-dollar. Si vous êtes haussier euro-dollar, vous êtes baissier USD-CHF. Si vous êtes baissier USD-CHF, vous êtes haussier euro-dollar. Donc c'est important de connaître les corrélations, vous voyez. Parce qu'il y en a peut-être qui actuellement achètent l'euro-dollar et achètent le USD-CHF. Ça revient à faire rien du tout en fait. Donc là, tout dépend de notre opinion de l'euro-dollar. En tout cas, il devrait être cohérent avec celui de l'euro-dollar et celui du GBP-USD. Moi, ce que je m'attends, c'est une baisse du dollar. Donc toutes les paires en dollars l'euro-dollar devrait monter si je suis baissier sur DXY, le GBP-USD également, l'USD-CHF, c'est l'inverse, il pourrait baisser si je suis baissier sur DXY. Donc voilà. Là, l'USD-CHF est revenu à un plus haut quand même assez important. Donc forcément, je suis plutôt baissier sur l'USD franc. Je suis plutôt baissier. Et voilà, un retour à la parité me semble clairement possible. Hein. Alors, d'un point de vue d'analyse technique, techniquement, vous voyez, on passe sous cette oblique, pullback. Donc là, on pourrait avoir une accélération baissière. En 4 heures, alors le RSI est au-dessus de 50. S'il vient clôturer au-dessus de 50, en dessous de 50, on aurait une accélération probablement baissière. Et en journalier, regardez, on a rebondi à 50, enfin légèrement en dessous, mais vous voyez que, bon, 50 ne laisse pas indifférent, que ce soit un indice ou une paire. Donc, USD-CHF plutôt baissier. Je vois que le dollar est sous des résistances majeures, que ce soit sur le DXY, que ce soit face au franc. L'euro qui est un plus bas depuis printemps 2017. Bref, le dollar qui pourrait être considéré comme trop cher, surtout si on a des mauvaises ventes au détail cet après-midi. Donc voilà, moi perspective honnêtement baissière sur le dollar cette semaine. C'est pour ça que je suis haussier euro-dollar et que je suis haussier gold. Et surtout gold. Parce que finalement, en plus d'être baissier sur le dollar, j'anticipe une baisse des indices et donc une hausse du VIX. Et donc le gold, pour moi, c'est un actif qui cette semaine a un potentiel haussier. Alors, Cridi qui me dit, pas le temps de noter toutes les corrélations, où peut-on retrouver, ou bien un live prévu sur ce sujet. Alors, il y a des articles sur les corrélations, j'ai fait un webinaire sur les corrélations les plus basiques. Corrélation les plus basiques qui est disponible sur YouTube. Hein, vous mettez corrélation daily FX et vous aurez vous lisez le plus récent qui a été fait en 2017 il me semble. Maintenant toutes les corrélations, non, je les ai pas mises dans un article parce que je pense que il en existe des tonnes. Hein, et finalement c'est l'expérience qui va vous comment dire, vous permettre de connaître ces corrélations. Alors mataf.net, il y a une matrice de corrélation, en effet Pascal qui donne le site de mataf.net, mais c'est des corrélations, alors à part s'ils ont changé le site, mais c'est des corrélations entre les paires de devises et ce n'est pas des corrélations par exemple USD4 pétrole ou AUD-USD gold ou même, je sais pas moi, AUD yen VIX. Vous voyez, vous avez un tas de corrélations. En fait, faut connaître la logique. Il y a des actifs qui s'apprécient lorsqu'on a de l'appétit pour risque. Il y a des actifs qui s'apprécient lorsqu'il y a de l'aversion. Ensuite, il suffit de classifier chaque actif dans l'une de ces catégories. Il y a des actifs qui s'apprécient lorsqu'il y a de l'appétit. Il y en a deux qui sont dans l'aversion. Donc ensuite, vous pouvez inventer. Bien évidemment, pas dire n'importe quoi, mais vous pouvez suggérer, deviner des corrélations. Par exemple, vous savez que le pétrole s'apprécie lorsqu'on a de l'appétit au risque. Donc forcément, il va y avoir une certaine corrélation entre le Brent et l'AUD, parce que l'AUD c'est pareil, c'est une devise Como et c'est une devise qui est très dépendante de la santé de l'économie mondiale. Voilà, donc Pascal qui nous dit non seulement entre les devises. Donc c'est mataf, mataf.net. C'est un site qui montre la matrice des corrélations entre les paires de devises, mais ça va pas vous donner la corrélation par exemple entre le VIX et le yen. Le VIX, c'est quoi? C'est un indice de la peur. Donc le VIX il monte lorsqu'il y a de la peur, lorsqu'il y a de l'aversion au risque. Le yen, c'est pas une devise d'appétit au risque. D'accord? C'est pas que lorsqu'on a de l'appétit au risque, on achète du yen. C'est l'inverse.
Le yen est taché lorsqu'il y a de l'aversion. Donc de ce fait, vous savez que les deux vont s'apprécier lorsqu'il y a de l'aversion. Vous voyez? Donc il suffit simplement d'avoir un tableau avec deux colonnes et vous notez tous les actifs dans la colonne d'appétit au risque, qui s'apprécie lorsqu'il y a de l'appétit au risque. Et dans la colonne aversion au risque, vous notez tous les actifs qui s'apprécient lorsqu'il y a de l'aversion. Et ensuite, vous connaissez globalement les corrélations. Après, il y a des corrélations plus fortes que d'autres, mais au moins, vous avez une certaine idée. Donc le gold métal qui brille, hein, François qui me dit que l'or il est en hausse. Alors l'or 1296, oui bon, 1296, l'or, hein, c'est direction encore une fois, hein, il y a un potentiel haussier très important, très important. Tout va dépendre de ce que va nous donner le marché. Si on a une correction des indices et en plus une baisse du dollar, l'or va monter très 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 rapidement. Alors, Philippe qui me dit bonjour, vous pensez vraiment que les indices US vont continuer à baisser alors que vous dites vous-même qu'on ne sait pas à cause des ventes au détail? Moi, j'ai un autre scénario avec une stabilisation des US et effectivement un plongeon du DAX, notamment à cause des menaces de Trump sur les douanes européennes et une demande de nouveau référendum refusé par Donald Tusk. Alors, oui, c'est un scénario, Philippe. C'est un scénario comme il peut en avoir des centaines de milliers, vous voyez. Mais ce scénario, il tient la route, on évite, il tient la route. Voilà, maintenant, personne n'a le boule de cristal entre les mains. D'accord. Et oui, je pense que les indices US vont continuer à baisser parce que même si, voilà, vous dites que un plongeon du DAX, notamment à cause des menaces de Trump, s'il y a des menaces de Trump sur les voitures européennes, il y a de fortes chances que les indices américains en pâtissent également. D'accord. Parce que ça veut dire qu'est-ce qui rythme le plus l'appétit, l'aversion au risque actuellement, c'est quoi? C'est le ralentissement de l'économie. Donc, si on a des tarifs douaniers sur les voitures allemandes, il y a de fortes chances que l'économie allemande continue à ralentir. L'économie allemande, c'est une des plus importantes au monde. Donc, c'est sûr que les indices US ne vont pas à pain. On verra bien, hein, Philippe, si on verra bien. Déjà, on ne sait pas s'il y aura des taxes. Si on a, on verra bien si ça a un impact sur les marchés américains. Mais personnellement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de chances que les indices américains baissent si Donald Trump commence à mettre en place des tarifs douaniers sur les voitures européennes. Mais bon, peut-être que, vous savez, personne n'a boule de cristal, donc peut-être je me trompe, hein. Mais c'est ce qu'en tout cas je pense. Comme vous avez des avis, moi j'en ai également. Donc oui, je pense que les indices US vont continuer à baisser. Je ne sais pas c'est quoi le catalyseur, je ne sais pas ça va se faire quand. Enfin, je ne sais pas ça va se faire quand. Pour moi, ça va se faire sur court terme, sans doute cette semaine, mais je peux pas vous dire que ça se fera demain à 14h21 et 30 secondes, vous voyez. Cadienne, perspective baissière, le problème c'est le WTI. Alors Cadienne, donc voilà, Cadienne par exemple, c'est une paire de devises qui s'apprécie lorsqu'on a de l'appétit au risque et qui recule lorsqu'on a de l'aversion. Parce que le CAD c'est corrélé au pétrole, valeur d'appétit au risque. Le yen, c'est une devise refuge, donc valeur d'aversion au risque. Donc Cadienne, c'est un baromètre d'appétit ou d'aversion au risque. Tout comme l'AUD yen. Surtout l'AUD yen, c'est le plus important baromètre, hein. Mais bon, Cadienne, si vous êtes plutôt baissier sur les marchés actions, bah, le CAD yen, ça se vend, ça s'achète pas. Donc CAD yen, là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite divergence, hein, regardez. Alors quoique non, on a des creux de plus en plus bas. Bon, on a un rebond de momentum. Si le RSI rebondit au-dessus de 50, ça sera un signal haussier. Mais bon, pour le moment, on n'est pas à 50 et pour le moment, on est en baisse. Donc, CAD yen, pour le moment, c'est baissier. Peut-être que les paires en 4 vont progresser, mais voilà, pour le moment, CAD yen, c'est bear. À cause de la sortie du canal S&P 500, mais il faut une accélération du RSI, non? Alors, oui, il faut une accélération du RSI, hein, le S&P. Je termine par ça, parce que là, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. S&P, bon, on est sorti du canal, on est surtout, on est également passé en dessous de la moyenne mobile à 200, mais le RSI, il est flat à 50. Vous voyez? Si le RSI passe en dessous de 50, on pourrait avoir une accélération de la tendance baissière. Un peu finalement ce qu'on avait eu ici, regardez. Ça ressemble beaucoup. Je dis pas qu'on va avoir ce mouvement forcément, hein, mais regardez, divergence baissière, on a une baisse du RSI, une baisse du prix, et on a l'accélération à la baisse une fois qu'on passe sous 50. Vous voyez, le RSI, là, il clôture en dessous de 50, et peu de temps après, on a l'accélération baissière. Donc là, on n'est pas encore en dessous de 50. Donc ça qui tout double, soit on va avoir un rebond comme ce qu'on peut avoir ici. Vous voyez, le RSI qui revient à 50. D'accord? RSI qui revient à 50. On a un rebond. Donc c'est pour ça que l'invalidation, pour moi, d'un point de vue moyen terme, du scénario baissier,
c'est si si on inscrit un nouveau plus haut, tout simplement. Sinon, c'est invalidation. Donc voilà. Voilà pour ce plan de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, puisque vous retrouverez Yoav Nizar tout à l'heure pour le webinaire spécial crypto-monnaie. Excellente journée à vous et à demain.